Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, qui a le plaisir de recevoir Madame Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Kane, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Vous êtes ancienne ministre chargée des TIC sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade, co-coordinatrice de la plateforme Aar Li Ñu Bokk et coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg. Le jury du dimanche, iRadio ITV, à partir du point E, immeuble Belli Bousso, rue Kaolack, angle Tamba. Nous sommes juste en face de l'IPRES. Une Amazone des temps modernes, c'est ainsi qu'on pourrait résumer la personnalité de Ndeye Fatou Ndiaye Blondin Diop. Blondin, le nom ne laisse pas indifférent. Notre invité du jour est en effet de la lignée du célèbre des Blondins ou du plus célèbre des Blondins. Omar Blondin Diop, justement, célébrissime opposant acharné au régime naissant, mort dans sa cellule de prison sur l'île de Gorée un 11 mai 1973. La co-leader avec Guy Marius Sagna, un duo donc au présidium de la plateforme Aar Li Ñu Bokk et non moins coordinatrice adjointe de l'autre plateforme citoyenne Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, est aussi une intellectuelle et militante active contre les politiques de l'actuel pouvoir. L'ancienne ministre du président Abdoulaye Wade, en charge des TIC, est aujourd'hui au front du combat contre les orientations du président Macky Sall. Cette opposition déterminée a amené Madame Diop Blondin à soutenir le candidat dit anti-système Ousmane Sonko lors de l'élection présidentielle du 24 février dernier, qui a vu la réélection du président sortant. La transparence et la gestion équitable des ressources naturelles et financières du Sénégal sont un sujet de préoccupation de la co-coordinatrice de la plateforme Aar Li Ñu Bokk que nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche pour commenter l'actualité nationale, voire internationale. Alors, Madame Diop Blondin, Ndeye Fatou Ndiaye, quelles sont les nouvelles que vous avez de la cellule de Guy Marius Sagna à Rebeuss, en compagnie de ses camarades? Évidemment. Je commencerai d'abord par saluer nos téléspectateurs et nos auditeurs et encore une fois réitérer mes remerciements pour cette invitation, pour dire que nos 9 camarades sont dispatchés entre camp pénal pour Guy Marius Sagna et Rebeuss pour les autres. Certains ont eu des états de santé ont été un tout petit peu fatigués parce qu'effectivement ils font tous la grève de la faim. Mais des nouvelles qu'on a, tous les 9 ça va mieux. Sont en grève de la faim aujourd'hui. Voilà. Et voilà, ceux qui allaient un tout petit peu mal, docteur Babacar Diop en particulier, professeur à l'université, est retourné dans sa cellule et ça va beaucoup mieux. Donc le combat est là et c'est très dur. Et j'ai une admiration profonde pour cette détermination, pour... Dans ce Sénégal où on a très vite fait d'écouter les gens qui nous demandent de tempérer, les gens qui nous demandent de lâcher, un peu de lassitude peut-être quant à l'issue des combats. Donc de voir cette jeunesse revigorée, revendiquée sur les fronts baptismaux, je trouve ça tout à fait admirable. Et évidemment, Aar Li Ñu Bokk suit tout cela de très près. Vous ne lâcherez pas? Nous ne lâcherons pas. Vous allez faire quoi? Nous allons d'abord côté judiciaire avec le pôle d'avocats. Ils ont lancé une requête en annulation. Oui. Parce qu'il y a jurisprudence. Parce qu'ils ont été, disons, arrêtés pour les motifs de troubles à l'ordre public et d'autres. Parce que tout simplement, ils ont marché main nue, scander même des slogans dans la rue, être discuté avec des passants jusqu'à arriver à la grille. Et ce défaut de surveillance, je dirais ça, puisque la préfecture ne voulait pas qu'ils arrivent jusqu'à la grille, ce qui est vu, ce qui est perçu comme étant une réussite pour avoir atteint les grilles du palais présidentiel. Donc c'est ce qu'on leur reproche.
mais nous pouvons revenir. Oui, on le reproche concrètement, trouble à l'ordre public, attroupement et participation à une manifestation non autorisée, et Guy Marius Sagna, rébellion et violence contre un agent dans l'exercice de ses fonctions, en plus des autres chefs d'inculpation. Nous espérons que la justice sera beaucoup plus sereine que la police. Parce qu'au début, ils ont même assimilé à du terrorisme. On a entendu des délits qui s'assimileraient à du terrorisme. Alors je pense que quand ils ont vu les autres chefs d'État du G5 Sahel et qu'ils leur ont expliqué c'est quoi le terrorisme, ils ont revu à la baisse cette manifestation en qualification. Oui, ils mais, ont enlevé mais non, le contexte d'aujourd'hui, oui, non, mais c'est pour dire, ne fait pas qu'on peut quand même, l'État doit être vigilant. Non, le droit. Oui, pas assimilé, je ne dis pas, mais est-ce que ça ne pousse pas l'État à être vigilant? On ne saurait laisser passer une petite fenêtre de confusion dans les combats. La lutte contre le terrorisme ne saurait se faire, se transformer en lutte contre la liberté des citoyens lambda de manifester, de s'exprimer et de s'opposer. Oui, mais pourquoi l'objectif était d'atteindre les grilles du palais présidentiel? Parce que la Constitution le permet. Et qu'un arrêté ne saurait, ne saurait se mettre au-dessus de la Constitution. Donc ça aussi, il faudrait que ceux qui nous gouvernent, qui ont fait de longues études et qui ont élaboré tous ces textes, de temps en temps se rappellent quand même de la signification d'un État et commencent eux-mêmes par respecter les textes constitutifs de cet État. C'est à ce prix qu'on peut demander aux citoyens de les respecter. Mais quand on a une constitution qui autorise un acte et qu'un préfet, un ministre puisse prendre un arrêté qui vienne en porte-à-faux avec un article de la Constitution, c'est déjà agresser la République. C'est déjà agresser les fondamentaux et ne pas respecter la République. Alors venir l'exiger de la part du citoyen, ça devient un peu difficile ce combat. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que nous avons vu, tout le monde l'a relaté tous ces jours-ci, des partisans du pouvoir venir jusqu'à la grille, escalader les grilles, se battre jusqu'à occasionner des lancements de bombes lacrymogènes pour les dispersions. Et on n'a pas parlé de terrorisme, on n'a pas parlé de djihadisme, on n'a pas parlé d'atteinte à la sûreté de l'État, on n'a pas parlé de tout ça. Tout au plus, on les a arrêtés et au bout de 15 jours, l'affaire était effacée et on n'en a plus jamais parlé. Eh bien, aujourd'hui, nos camarades qui sont, je rappelle, juste en train de manifester contre la hausse des prix de l'électricité, qu'on vienne apporter de la confusion en parlant de mots extrêmement graves qui ont du sens, je trouve que c'est de la confusion. J'aimerais avoir le fond de votre pensée. Vous pensez qu'aujourd'hui, qu'on doit laisser les Sénégalais, de quelque bord qu'ils se trouvent, manifester, y compris devant les grilles du palais présidentiel? Je dis que cet arrêté Ousmane Gom est liberticide. J'en veux pour preuve l'équipe actuelle qu'il a combattu de toutes ses forces à son époque. C'est aussi le problème du Sénégal. Mais est-ce que vous êtes pour la liberté jusqu'au bout? Moi, je dis que, en fait, j'ai entendu quelqu'un faire le calcul. Quand on autorise une manifestation, nous sommes des gens responsables, en tout cas ceux que je connais, qui dirigeons et qui assurons la sécurité et le format de ces manifestations. Nous allons manifester et nous rentrons chez nous et il ne se passe rien. Nous nettoyons même. Quand on interdit... Mais marcher sur le palais... J'en viens, oui, j'en viens. Pour ça que je veux et cela demande juste une équipe qui vient encadrer, qui se met devant, qui se met derrière. Et c'est fini. Même si quand on interdit la manifestation, on fait venir des gens du GMI, on les paye, on achète des bombes lacrymogènes, on met même des dragons, on met tout un arsenal répressif pour interdire cette manifestation. Ça nous coûte cher et ça apporte des échauffourées. Donc moi je dis que concernant cette manifestation de la grille, on peut dire, si on dit que c'est interdit, mais que ce soit interdit pour tout le monde et que les sanctions qu'on applique aux personnes qui ne respectent pas cet arrêté soient les mêmes pour tout le monde.
Ça interroge la justice. Sinon, vous dites, nous marcherons et marcherons encore. À partir du moment où on a vu des partisans du pouvoir réclamer d'être reçus par le président, enjamber les grilles et être reçus par le président qui leur a demandé de se calmer et qu'il les recevra, nous avons du mal à comprendre qu'on nous dise que venir toucher la grille constitue un délit, je ne sais pas, qui remettent en sécurité. Ils sont deux pelés et trois tondus, accompagnés de slogans chantant dans la rue, qui ne sont pas venus à catimini, ils ne se sont pas cachés. Et vous auriez souhaité que ce jour-là, nous aurions souhaité que le président sorte, à leur rencontre, que le président sorte et leur dise, écoutez, pour cette histoire d'électricité, nous allons y réfléchir. Ne serait-ce que ça. Nous allons y réfléchir. Nous comprenons votre colère, nous comprenons ce que vous êtes en train de dire, nous allons y réfléchir. Vous n'êtes pas des anarchistes? Ah non. Vous étiez où? Qu'est-ce que nous avons à gagner ce jour-là, vous aviez manifesté? Alors, en fait, c'est Je vous ai présenté comme une Amazone tout à l'heure. Non, mais en fait, c'est Frappe qui a appelé à manifester. Oui. Au sein de ART, nous venions de tenir une assemblée générale, et de changer les commissions et de nommer les personnes. Et la machine n'était pas encore en place. Et Frappe, avec les 4 ou 5 autres organisations, avait déjà déposé la demande pour manifester. Nous leur avons demandé de repousser. Ils ont dit non, nous le faisons. Et alors, pour autant, vous vous solidarisez avec eux? Pour autant, nous avons dit, écoutez, nous ne sommes pas au front. C'est nous n'avons pas appelé, mais nous sommes solidaires de toute action parce que, en fait, eux, ils avaient le calendrier. On ne peut pas attendre plus longtemps parce que ça prendra effet le 1er décembre. Donc, c'est très important de tenir cette manifestation dès à présent. Donc, nous étions solidaires et nous sommes encore solidaires. Nous n'avons pas reculé d'un iota sur ce point-là. Et demain, vous appellerez à manifester. Effectivement. Dans les mêmes conditions. Effectivement. Alors, je rappelle que le jury du dimanche, iRadio, ITV, reçoit Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin, co-leader de la plateforme Art Lignubok, avec Guy Marius Sagna et 8 autres personnes qui sont arrêtées à la suite d'une marche contre la hausse du prix de l'électricité. Pourquoi les explications de Senelec pour en venir au sujet, à savoir que l'État a réduit sa subvention et que plus de 600 000 ménages, malgré le réajustement, sont épargnés de cette hausse? Pourquoi ces explications ne vous convainquent pas? Alors, avant d'en venir à la Senelec, qui est quand même une affaire publique, nous en venons disons, à la gestion du secteur de l'énergie, de manière générale, à travers le ministère. Parce qu'on nous a quand même expliqué que la Senelec était très bien gérée, avec satisfecit du directeur présenté comme le meilleur de tous les directeurs de tous les temps, et peut-être même de toutes les sociétés nationales que compte le Sénégal en ce moment. Lequel des directeurs? Monsieur Cissé, à l'époque, quand il était aux affaires. C'est Monsieur Bité. C'est pour ça que je parle. Le directeur général. Donc, on nous avait présenté un plan où nous vendons de l'électricité à l'étranger. On nous avait présenté un plan où la Senelec était excédentaire. On nous avait présenté un plan où les prix allaient diminuer et encore diminuer jusqu'en 2030, ce qui a même valu quelques prix à son directeur de l'époque, devenu ministre de l'Énergie. Alors, si le baril de pétrole a augmenté, mais ce n'est pas substantiel. On est loin des 120 $ des années 2010, 2011. Nous sommes autour de 60 $, 58, 59, 60 $. Donc, rien ne saurait justifier le décalage entre 2017-2018, quand on nous présentait ce fleuron de l'État sénégalais, et ce déficit abyssal, il faudrait qu'on nous explique où est-ce qu'on nous a raconté des bobards. Où est-ce qu'on nous a floué? L'explication officielle, c'est que l'État a réduit le montant de sa subvention et, puisque vous citez M. Cissé, devant l'Assemblée nationale en tant que ministre, il a dit, au fond, c'est de l'argent, c'est une dette que l'État doit aussi. C'est une créance de Senelec. L'État doit de l'argent à Senelec. Pourquoi ces explications ne vous suffisent pas? Je veux bien. Alors, si l'État doit payer ses dettes, nous lui proposons de diminuer le budget de la présidence qui a augmenté cette année. Si tant est que l'État est si endetté et que c'est le fonctionnement de l'État qui
justifie ce vide. Donc, dans une bonne entreprise, dans cette entreprise, si vous vous rendez compte que vos charges augmentent de manière substantielle dans un secteur, vous revoyez votre budget pour faire face à vos charges. Vous n'allez pas aller piquer dans les poches des petites gens, des citoyens lambda, pour venir continuer à maintenir votre train de vie, voire l'augmenter. Puisque au moment où vous piquez chez eux 12 milliards, vous augmentez votre budget de 5-6 milliards de fonctionnement, comme ça. Donc, il y a lieu d'aller voir dans certaines institutions, HCCT qui ne sert strictement à rien, des recommandations, des conseils que personne n'écoute, des rapports, on se demande où est-ce que ça disparaît. Il y a l'Assemblée nationale où des sommes faramineuses sont dépensées. C'est tellement important que ça permet de payer même une partie du fonctionnement de certains groupes parlementaires, de leur siège. Ils ont déballé publiquement à quoi sert cet argent. Donc, je veux bien que tout le monde qu'on participe à l'effort. Parce que quand il y a un effort, c'est le mot utilisé par le directeur général de Sénélec, voilà. La semaine dernière ici. Alors, moi, oui, il parle d'effort de guerre. Voilà. Il y a 2 milliards imputés aux clients et que 600 000 ménages, plus de 600 000 sont épargnés par la hausse. Rappelant aussi qu'en mars 2017, il y a eu une baisse de 10%. Aujourd'hui, on parle d'une augmentation de 6%. Pourquoi les Sénégalais devraient refuser cette hausse? Il y a deux aspects. Qui est impacté, qui n'est pas impacté. Oui. Avant même le 1er décembre, moi, chez moi, j'ai pu constater la hausse des prix de l'électricité. Ah oui? Je croyais que c'était ma consommation, un appareil qui surconsommait. J'ai même fait voir mon frigo. Mais apparemment, c'est une masse critique de gens qui ont déjà vu durant l'année le prix de l'électricité augmenter. Et des fois, du simple au double, voire au triple. Généralisé. En tout cas, une masse critique de gens ont preuve à l'appui sur les témoignages. Moi, j'ai même eu à appeler, puisque j'ai commencé par génie électrique, et qu'une bonne partie de mes amis sont allés à la Sénélec, j'ai eu à les appeler, à leur dire, mais je suis étonné. Quand j'achetais, j'en avais pour tant de kilowattheures. Aujourd'hui, j'en ai pour tel kilowattheure. 2 ou 3 fois. Alors, ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a au début du mois, il y a des redevances, à la fin du mois, selon que c'est le jour, c'est un peu compliqué. J'arrivais pas à voir. Mais manifestement, ils avaient déjà augmenté sans le dire aux gens. Ensuite, quand l'État vient dire ceux-ci ne sont pas impactés, ceux-là ne le sont pas, mais c'est une fausse histoire. Je veux dire, combien de factures payons-nous pour les autres? C'est tout le monde qui est impacté. Et alors, le petit menuisier, le petit menuisier, avec sa machine, il fait partie de quelle couche? La coiffeuse, avec ses postes, avec ses cheveux et tout ça, il fait partie de quelle couche? Etc., etc. Les factures autour de 15 000 sont épargnées. À partir de 25 000, effectivement, la hausse leur est expliquée selon les arguments. Mais ce sont les abonnements. Mais le Woyofal, parce que ces gens-là sont sous Woyofal. Ils savent déjà que quand ils mettaient 5 000 francs, ils avaient tant. Et que depuis un certain temps, quand ils mettent 5 000 francs, ils ont moins. Et on n'est pas encore au mois de décembre. C'est visible, c'est net. Ce sont des faits. Ce ne sont pas des déclarations à l'Assemblée ou dans des institutions. Tout le monde a... Le bon sens, il n'y a pas besoin de faire maths sup HEC. Hein. La boîte d'allumettes coûtait tant, le jour où ça augmente, je sais que ça a augmenté. Vous dites non à l'effort de guerre? Je dis que nous partageons l'effort de guerre. À partir du moment où on a augmenté le budget de la présidence, le fonctionnement, où l'État maintient son train de vie, on nous a supprimé la primature, nous espérions que l'argent qui était dans ce poste pouvait servir à d'autres secteurs. Apparemment, le secrétariat général consomme plus de 40 milliards. Donc, voilà, rien n'a changé. Ce sont des changements cosmétiques. L'autre aspect aussi, si on a besoin d'argent, nous avons des sociétés multinationales qui sont là, qui sont exonérées, des multinationales, mais disons, des montants, mais alors, faramineuses, échappent au fisc sénégalais, sans que ça n'émeuve l'État. Alors, pourquoi aller chercher dans la poche des gens? Moi, je dis que si tout le monde partage les bienfaits,
on accepte de partager l'effort. Si on voit le résultat concret, qu'on a fourni un effort, voilà le bien commun qui augmente, meilleure fourniture, etc., nous sommes d'accord. Mais à partir du moment où on tape toujours chez les plus faibles, là, nous disons non. Oui, mais est-ce que c'est toujours les plus faibles? Parce qu'il y a quand même des citoyens qui se retrouvent avec des factures très élevées. On veut les amener à économiser un peu l'énergie. Son budget je rappelle que le budget de fonctionnement de l'État, c'est pas loin de 1000 milliards. Combien y a-t-il de fonctionnaires dans ce pays? Même pas 2%. Même pas 2%. Donc, près de 1000 milliards qui vont dans leur fonctionnement et on va chercher chez les autres dans leur poche pour combler ce que ces 1000 milliards ne payent pas. Ils ne payent pas leurs factures et nous payons pour eux. Est-ce que c'est ça l'équation? Est-ce que c'est ça la justice? Je dis non. Les fonctionnaires quand même payent leur facture d'électricité. Moi, je dis que le budget de l'État, le budget de fonctionnement a augmenté. Et qu'on aurait dû peut-être voir dans ce budget de fonctionnement un léger allègement pour pouvoir donner les 3/4 à la Sénélec et demander une infime partie aux citoyens. Pas lui faire supporter les difficultés et augmenter pour soi son train de vie. Quelques citoyens qui vous interpellent justement sur Facebook. Ibrahim Ndiaye, quel est votre plan d'action pour faire libérer Guy Marius Sagna et compagnie? Ne pensez-vous pas que l'opposition n'est pas présente sur le front du combat que vous menez, surtout les leaders? Il cite Idrissa Seck, Sonko, Abdoul Mbaye, Issa Sall, Madi Kenyan, etc. Salut Diouf, comment expliquez-vous la passivité du peuple sénégalais sur ce combat très noble de votre plateforme? Houma Al-Amin Mohamed, n'est-il pas temps d'adopter une nouvelle stratégie du moment où les marches sont souvent non autorisées sans compter l'emprisonnement de vos leaders? Et puis Ibrahim Bousso, si l'ajustement du prix de l'électricité est en train de passer, c'est parce que l'État fait face à une société civile morcelée, décapitée, qui manque de leaders charismatiques, seulement des jeunes que les gouvernants taxent de jeunesse malsaine. Le mouvement Aar Li Ñu Bokk va-t-il participer au dialogue national pour défendre les intérêts du Sénégal dans l'exploitation des ressources naturelles et être présent au moment où l'on décide pour les citoyens? On reviendra sur cet aspect, mais participation de l'opposition, notamment certains leaders, passivité du peuple sénégalais, société civile morcelée, décapitée. Voilà. Beaucoup de choses sont dites et beaucoup de choses sont vraies dans ces postes. Effectivement, il y a une espèce de léthargie totale dans ce pays. Ce n'est pas seulement l'affaire de Guy Marius Sagna. On n'a pas suffisamment entendu de réaction face aux tonnes de cocaïne saisies, ni face aux milliards que représentent les faux billets qui circulent, ni face aux scènes de pugilat auxquelles nous assistons à l'Assemblée nationale, ni face aux jeunes qui meurent et qui continuent d'aller à l'immigration. Oui. Alors, quand Guy Marius... 15 Sénégalais voilà. Moi, je ne dans comprends ce naufrage d'une embarcation de fortune. Je m'incline devant... Je voulais le dire au début. Voilà, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est prévu d'en parler aussi. Tout à fait. Oui. Alors, pour dire que quand l'affaire de Guy Marius Sagna arrive, ça s'inscrit dans un cadre d'une espèce de déconfiture de la conscience politique un peu citoyenne au Sénégal. Vous avez parlé de l'opposition politique. Une partie de l'opposition est piégée dans le dialogue. Bon, j'ai vu que le FRN quand même, va participer à la marche du 13. Donc timidement, je l'ai vu entre les lignes, 4e, 5e page, je n'ai pas entendu de conférence de presse pour vraiment marquer leur adhésion. Mais c'est très bien, ça commence, ça palpite comme on dit. On n'a pas... la société civile, c'est ONGisé et est devenue virtuelle à cause des réseaux sociaux. Il y a tellement d'indignation dans les réseaux sociaux. Il y a tellement d'analyse et de matière pour comprendre
et ça ne sort mais ça, pas ce n'est pas seulement suffisamment. dans la société civile quand même. Mais il y en a aussi dans la société politique. Exactement. Il y a des leaders Exactement. politiques qui n'existent que sur les réseaux sociaux, non? Ou bien? Oh, je ne sais pas de qui vous voulez sentiment, parler. non, La question est-ce qu'il n'y a politique, pas de c'est leader une erreur. politique qui n'existe que sur les réseaux sociaux? Je pense que ce serait une erreur pour un leader politique de se cantonner aux réseaux sociaux. Je pense, celui qu'on avait taxé de candidat des réseaux sociaux, il est sorti avec 15%. C'est qui? Ousmane Sonko. Oui, qui était votre candidat? Candidat des réseaux sociaux. Si c'est peut-être à ça, je pense que ça ne se limite pas à cela. Quand mais moi, ces je parle Sénégalais au-delà. vous disent qu'il y a des leaders de l'opposition, en les citant nommément, qu'ils ne sentent pas vraiment présents à vos côtés, confirme. vous êtes d'accord avec eux? Je confirme. Et vous leur dites quoi, ces leaders? Je confirme. Je dis à ces leaders que vous n'êtes pas dans le tempo de la demande sociale. Vous n'êtes pas dans le tempo des préoccupations sénégalaises. Vous êtes perçus comme étant ne sortant que pour parler des aspects politiques, Du même si processus c'est électoral, très du important. code électoral. Je suis d'accord que c'est très important. Je suis bien placé pour savoir que ce qui se joue là, si on ne le suit pas de près, va verrouiller le système. Et on va faire le bis repetita de février 2024. Qu'est-ce qui se joue? Ce sont les modes de scrutin. Ce qui se joue, c'est le parrainage. Comment on le fait sur le terrain. Ce qui se joue, c'est la représentativité des leaders. C'est ça qui se joue. C'est très important. Tout est important. Je ne néglige pas ce travail. Mais à côté de ça, moi je parle en tant que citoyenne. Quand on dit que les prix augmentent, quand on dit qu'il y a des phénomènes de société qui impactent tous les citoyens, qui impactent les couches vulnérables, je pense que il convient de trouver un média pour venir parler et directement s'adresser aux citoyens pour les moments importants. Et je dis, j'ai été effarée, peut-être qu'on y reviendra, de voir que même le président tweet pour parler des morts. C'est bien qu'il a dit insupportable, quelque chose insupportable. Oui, avec 15 Sénégalais. Mais alors, Jeunes quand pour il la tweet, il plupart. s'adresse à qui? Qui sont les jeunes qui sont prêts à mourir? Il s'adresse à qui quand il tweet? Aux Sénégalais, aux jeunes plus particulièrement qui sont sur ces réseaux sociaux. Les jeunes qui sont prêts à mourir? Oui, vous pensez que non? Ah non, on ne parle pas en tweetant. C'est le média. On ne parle pas à ces jeunes en tweetant. Comment leur parler? Et par Tout... quel canal Ah non, il faudra leur parler? Je peux vous dire quand même que j'ai fait un peu de terrain politique. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les réseaux sociaux. Il y a encore beaucoup plus d'adultes qui ne sont pas dans les réseaux sociaux. Et on va refaire encore une entorse. Beaucoup de ces jeunes qui ont pris ces embarcations ne savaient même pas que les embarcations qui étaient parties... On a aujourd'hui arraisonné une embarcation. Beaucoup ne savaient même pas que les embarcations d'avant-hier, les gens sont décédés. Et on a vu quand même que certains ont même, on a vu dans les infos qui circulent, ont donné entre 200 000, 500 000 pour pouvoir embarquer et finalement mourir. Voilà. Donc vous êtes en train de dire aussi que quelque part... C'est notre travail. Oui. C'est notre travail Il y a dans une la bonne casquette. partie des jeunes Exactement. qui n'est pas au courant Qui n'est pas au courant de ce qui se passe. Qui n'est pas au courant. Moi, j'ai fait le terrain. J'ai souvent les gens avec qui je discute ont souvent des téléphones très très basiques. Hein. Il y en a qui sont dans les réseaux sociaux, il y en a qui vont dans les cyber, il y en a qui ont des smartphones. Beaucoup arrivent quand même à savoir ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas dedans. Et je pense que les personnes surtout qui sont désespérées au point d'aller dans le désert, et ils ont quand même un peu entendu ce qui se passe, d'aller par la mer, etc. Je pense qu'on ne s'adresse pas à ces gens-là à travers un tweet. C'est largement insuffisant comme canal de communication. Il faut aller vers eux. Il faut aller au plus proche. Déjà, parler de la capitale, c'est bien. Mais on sait d'où est-ce qu'ils viennent maintenant. Hein? Parce que si nous n'avons pas fait le travail, Frontex l'a fait.
D'où est-ce qu'ils viennent? Ils savent qu'à un moment, c'est Bargny et compagnie. À un moment, là, ils venaient de Kaolack jusqu'en Gambie. On connaît la sociologie, les points. À un moment, c'était Goudiri vers le désert. À un moment, et tout ça, moi, je le sais rien qu'en lisant les journaux. Je ne suis ni une ONG, encore moins impliquée dans la lutte contre ce fléau. Très bien. Ndeye Fatou Ndiaye Blondin est l'invité du jury du dimanche, mais nous revenons à l'énergie, à l'électricité. Assurance des autorités de Senelec, il n'y aura pas de retour des délestages. Vous êtes rassurés? On verra. De la hausse, en tout cas, nous l'espérons. Nous l'espérons ardemment parce que ils auraient du mal à nous expliquer quand même. Et la gouvernance de Senelec aujourd'hui, déjà le conseil d'administration a donné autorisation à la transformation de l'entreprise en holding. Une privatisation a été évoquée par certains. Ouais. Est-ce que vous pensez que cette privatisation-là, elle va se faire ou qu'elle doit se faire? Ça s'est fait à une certaine époque, hein, avec Hydro-Québec, je pense. Elio, après, ils sont revenus quand le gouvernement de Wade est arrivé. Donc, et de ce que j'ai compris, on a quand même scindé en 3 branches, si ça devait être, ça devait être privatisé, une partie distribution, une partie un peu comme la SONES et une partie commercialisation. Voilà, donc il y a des études qui se font. Alors, là aussi, il faut voir qu'est-ce que les bonnes pratiques ailleurs. Voilà, moi je pense que des secteurs aussi fondamentaux que l'eau, que l'électricité et la téléphonie qui ont été déclarés quand même vitales, ressources vitales, ne peuvent pas être laissées entre les mains de sociétés qui ont pour principal objectif de faire du profit. L'État se doit d'être présent, fortement présent, et en tout cas, s'il y a privatisation, qu'il y ait quand même des contrats où l'État quand même a la main mise, parce qu'il y a un aspect sociologique, un aspect vital qui fait qu'on ne peut le laisser à des entreprises qui ont pour vocation de faire du profit. Mais au niveau de Sonatel pour les télécoms, l'État est présent. Au niveau également de l'eau, l'État est présent. Aujourd'hui, l'État contrôle presque 100% du capital de Senelec. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous Non, mais vous m'avez posé la question, oui. Est-ce qu'on privatise ou pas? Oui. J'ai dit que je n'en fais pas une religion. Est-ce que, pour ne dire qu'on ne privatise pas. Et que il faut voir, si ça devait se faire, comment l'État quand même reste maître du jeu pour le côté social. Au moins une minorité de blocage. Exactement. Oui. Et comment l'État se soucie quand même que ça ne fasse pas l'objet d'une spéculation et peut-être scinder les 3 activités et voir un peu comment assurer les services publics, en même temps développer ce secteur. Parce que tout le monde prédit que la prochaine guerre, ce sera la guerre de l'eau. Alors, un peu partout dans le monde. Hein. Vous nous amenez à en parler. Voilà. L'eau, justement, Exactement. il y a aujourd'hui une tension entre l'État et les travailleurs. Exactement. Avec l'arrivée prochaine, à partir de janvier, de Suez en remplacement de la SDE. Bon, là aussi, ils ont fait des délestages ou des grèves, c'est selon. Je commence d'abord par dire... Le président a pris un décret de réquisition. Je commence d'abord par dire, voilà aussi une chose qui me semble quand même très bizarre. Comment peut-on inscrire dans la Constitution le droit de grève et prendre un décret pour dire vous n'avez plus le droit de faire grève? Ça, c'est quelque chose là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas dans le respect, dans la consolidation de nos institutions. Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte de voir les Sénégalais privés du liquide précieux? De quoi s'agit-il? Qui motiverait peut-être ce décret de réquisition. Là aussi, c'est là le problème où on floue les Sénégalais. Au lieu de discuter des racines, on discute des feuilles. Qu'est-ce qui a amené le personnel à faire grève? C'est la répartition des actions. Dans cette répartition, l'État est présent. Les actionnaires demandent plus. Des acteurs privés du Sénégal, et d'ailleurs, sont présents. Donc, c'est une négociation qui dure depuis 2 ans. C'est du jamais vu. Les dernières négociations en 1996 ont duré 2 mois, pas plus.
qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui aiguise l'appétit pour que ce soit aussi dur? On ne peut pas non plus passer sous silence. On ne peut pas passer sous silence des malversations qui ont été commises et qui ont été épinglées et qui ont même fait l'objet de rapports sous l'ancien ministre de l'Hydraulique. Ah oui, des malversations. Des malversations que lui-même a transmis des dossiers suite à un audit de ses services, de l'argent qui est parti. Oui, avec les audits Exactement. de l'ARN. On ne peut pas passer sous silence les accointances entre l'ancien ministre de l'Hydraulique et celui qui a gagné aujourd'hui les élections. Parce que moi, j'ai lu dans Libération, un journal français, j'ai eu l'impression que... Vous avez dit qui a gagné les élections, mais qui a remporté le marché, le contrat. Le contrat. Oui. J'ai l'impression que les Sénégalais ne se saisissent jamais des fonds des problèmes. Cette histoire entre des, entre guillemets, cadeaux reçus par les ministres de l'Hydraulique à l'époque a scandalisé en France beaucoup plus qu'au Sénégal. On dort dans ce pays. Moi, je l'ai lu dans Libération en France, qu'il aurait donné des bennes et d'autres cadeaux et d'autres effets à sa mairie et qu'aujourd'hui, il est non seulement partie prenante d'une partie des forages avec les KMS 1, 2, 3 via une de ses filiales et qu'il gagne aussi le contrat au final. Et en plus, il n'est pas le moins cher. Je ne suis pas rentré dans le fond du dossier pour savoir est-ce que son prix est plus, disons, plus véridique, parce que des fois, on fait du dumping pour avoir un marché, alors que dès qu'on gagne le marché, il y a des avenants qui font que, etc. Mais en tout cas, toujours est-il que... C'est ce qu'explique l'État, ce que vous êtes en train de dire. C'est ce que dit l'État. Oui. C'est ce que dit l'État. Oui. Moi, je l'ai vu faire. Je ne peux pas dire que c'est faux. Toujours est-il que l'objet du conflit est à chercher dans la gestion de ce changement entre SDE et Suez, les combines qui se sont passées, qui ont été passées sous silence, et qui fait qu'aujourd'hui, les actionnaires, une partie du personnel revendique 10%, si je ne me trompe. Oui. Voilà. Non, 15%. 15%. Et l'État dit qu'il ne peut pas aller au-delà de 10% pour tous les travailleurs du secteur de l'eau. Voilà. Oui. Ce que je comprends encore moins, c'est que la SDE, que vient faire une partie des actionnaires, du personnel de l'ONAS ou de l'autre branche, la troisième branche, SONES, oui. Qui viennent maintenant se mettre du côté de l'État contre le personnel de la SDE. On n'y comprend plus rien. Maintenant, une partie le personnel de l'ONAS et le personnel de la SONES revendiquent des actions à la SDE. Disons, c'est de la confusion totale. La société a créé, pas la SDE, mais la société voilà, a créé, la nouvelle société qui va dans la nouvelle société. Et je pense que ce sera au Sénégal. Eh ben, les raisons de ce conflit sont à chercher dans la gestion de l'attribution de ce marché qui fait l'objet de controverses, de revendications et de clivages. Vous pensez qu'il y a eu corruption avant de parler de votre pour autant? Je ne peux pas prononcer ce genre de mots sans preuve, mais toujours est-il qu'il y a eu des cadeaux échangés et dans toutes les sociétés qui mettent des instruments de mesure de la corruption, ces faits sont constitutifs d'actes de corruption. À partir du moment où les personnes chargées d'attribuer les marchés acceptent des cadeaux, des gratifications de quelque nature que ce soit, ces faits, dans d'autres pays, sont constitutifs de corruption. Alors, au Sénégal, bon, voilà. Et venons-en à votre pour autant, si vous n'avez pas perdu le fil de vos idées. Voilà. Pour autant, je parlais de... Est-ce que c'est aux citoyens de payer ce conflit entre le personnel de la SDE et disons, la nouvelle structure qui va être créée autour de Suez? Et jusqu'à ce qu'on coupe, jusqu'à ce que des quartiers se retrouvent sans eau? Non. Bon. Ce qu'il rajoute... Oui, est-ce que ce n'est pas pour cela cela qui a motivé les réquisitions? Non, mais moi... Vous êtes contre les réquisitions? Ah non, je suis contre. C'est-à-dire tout ce qui est... les réquisitions partielles, on est d'accord. Il faut un service minimum. Attention, il faut un service minimum.
Mais quant à sortir un décret pour dire tous les fonctionnaires sont réquisitionnés, non mais c'est de la blague. C'est la blague. Très bien. Ndeye Fatou Ndiaye Diop-Blandin, co-leader de la plateforme Aar Li Ñu Bokk, mais aussi coordinatrice adjointe de l'autre plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, et l'invité du jury du dimanche. Parlons des ressources naturelles, au-delà des ressources hydriques. C'est un sujet favori de votre plateforme. Quelle est votre position aujourd'hui sur ce dossier à la suite des auditions menées par le doyen des juges qui a entendu plusieurs dizaines de personnalités dont les principaux protagonistes, Aliou Sall, BP, Timis Corporation, Petrosen et des personnalités de l'ancien comme de l'actuel régime. Quelle est votre position aujourd'hui sur ce dossier? Notre position, c'est que nous sommes toujours sur notre fin, côté judiciaire. Côté judiciaire, parce qu'il y a plusieurs composantes. De voir le procureur sortir pour demander des appels à témoins, alors que le procureur a entre ses mains le rapport de l'inspection générale d'État, entre ses mains le rapport de l'OFNAC, c'est quand même curieux. Oui, mais cette phase est dépassée. Je vous dis c'est le juge d'instruction. Je vous parle toujours de la racine des problèmes. Une fois qu'on passe sous silence le chancre de la gangrène, vous pourrez toujours réparer le derme, l'épiderme, ça ressortira. Il n'y a rien à faire. Il a fait une déposée pour plainte contre X, je pense, quelque chose comme ça, sans nommer qui que ce soit, alors que ces dossiers sont là. Alors, le doyen des juges a fait effectivement auditionner un peu tout le monde. Je pense aussi qu'il a lancé des commissions rogatoires. En tout cas, il devrait le faire pour compléter le dossier. On l'a dit, on l'a lu, oui. Nous attendons. Nous ne préjugeons de rien. Nous attendons quelle sera l'issue de cette affaire. Mais ce que nous savons, c'est que pour des délits de moindre importance, des personnes ne sont pas rentrées chez elles. Et c'est là le problème. C'est deux poids, deux mesures. Nous ne savons pas comment ça va se terminer. Mais d'autres personnes, pour mener ces enquêtes, pour des sommes beaucoup moindres, ont été mis sous mandat de dépôt, mis en prison, le temps qu'on trouve les preuves. Vous pensez que c'est ça qui devrait être fait? Je pense qu'une justice qui se respecte doit être équitable pour tous les citoyens. Encore une fois. Doit être équitable. Il y a jurisprudence. Il y a jurisprudence. Mais ce dossier-là de Petrotim, c'est quand même un dossier à cheval entre deux régimes. Cela n'a pas d'importance. Pour moi, ce qui compte, c'est pas qui. Est-ce que c'est le régime de Wade ou le régime du président Macky Sall? Là n'est pas l'affaire. L'affaire est qu'est-ce qui s'est passé dans ces contrats. Si effectivement les contrats qui ont été signés au mois de janvier 2012 sont des faits importants dans le délit, mais il n'y a aucune raison que ceux qui ont signé ce contrat ne soient pas interpellés par la justice. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures dans cette affaire. Donc, pour moi, il n'y a pas de frontière d'élection. S'il y a délit, quel que soit le régime, quelles que soient les personnes, on doit aller à l'enquête. On nous doit l'information. On nous doit cette information. Là où je reste sur ma faim aussi, c'est que au moment où on avait déjà commencé le mouvement Aar Li Ñu Bokk, et on apprend que Franck Timis a vendu une partie de ses actions à un consortium de Abu Dhabi, c'est ça? Des Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui a été signé? Cosmos Énergie, on a dit que Cosmos a revendu ses parts, mais cela a été démenti par le ministre du Pétrole et de l'Énergie. Mais vous parliez tout à l'heure de... Je parle du gaz, hein. Je parle du gaz. Mais le ministre du Pétrole et du Gaz et des Énergies a démenti cette information. Qu'est-ce qui a été signé pour que... Parce que moi, je suis dans la téléphonie. Si l'État nous attribue une licence moyennant une redevance,
je ne peux pas vendre cette licence sans que l'État vienne me dire les conditions et donner son accord et prendre une fiscalité. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On entend, il y a des échanges, hein, ça continue. Oui, il y a des échanges, mais voilà. La vente n'est pas encore effective. Voilà. Donc, il y a cet aspect. Oui. Donc, il y a le côté justice, il y a le côté financier, et puis il y a le côté autre ressource. Qu'est-ce qui se passe avec le fer de Falémé? Pourquoi tous ces avantages octroyés à Tosiali pendant qu'on est en train de parler de Arlene Bok? Donc, on parlait tout à l'heure de léthargie, on parlait de l'opposition. Le gouvernement dit devant l'Assemblée qu'il n'y a pas de signature de contrat, mais que c'est un protocole qui contient 13 points sur les 20 initiaux, en tout cas révélés par le leader Ousmane Sonko, que tout va se faire selon une démarche de phasage, fer à béton, exploitation des mines pour réduire l'importation, et puis la grande production. Alors, je dis d'abord, un de vos anciens confrères a remercié Ousmane Sonko, Charles Faye, sur son plateau du vendredi, pour dire heureusement qu'il est tort ou raison qu'il parle des sujets. Parce que vous vous rendez compte de ce MOU, ce qui a été rédigé, parce qu'un MOU quand même, c'est la base de la négociation du contrat. On a laissé tellement de faveurs comme prérequis, c'est ça qui sert de base pour aller négocier. Et nous sommes d'accord pour dire que la base de négociation, c'est ça. On se demande comment le gouvernement sénégalais a pu accepter d'octroyer autant de faveurs. Et tout à l'heure, on parlait de fiscalisation, on parlait de l'électricité, où chercher de l'eau, où chercher de l'argent pour financer la Sénélec. Et quand on lit ces MOU, c'est vrai que ce n'est pas le contrat final, mais ça dessine où on va. Plus le port minéralier. Dès l'instant que ce n'est pas le contrat final, est-ce que aussi quelque part, tout en menant des combats justes que tout le monde peut comprendre, il ne faut pas laisser à l'État aussi la souveraineté de pouvoir négocier au nom des Sénégalais, parce que c'est comme cela aussi qu'un État est organisé. Mais je peux vous assurer que dans tous les pays du monde, c'est parce que la société civile, les partis d'opposition se lèvent pour dire ça, ce n'est pas juste, que l'État revoit sa position. La vigilance citoyenne, aussi permettre à l'État de rester souverain. C'est l'État qui va signer. Mais à partir du moment où on a mis dans la Constitution que ces ressources appartiennent au peuple, au nom de quoi l'État va négocier jusqu'au bout sans que le peuple soit au courant et que ce soit la société civile ou les partis d'opposition qui révèlent ce qu'il y a en dessous de ces contrats. Alors, ça, ce n'est pas respecter aussi la Constitution. Vous dites a au moins le mérite d'avoir levé le lièvre. C'est pas moi qui le dis, c'est Charles Faye qui le dit. D'avoir levé le lièvre sur la question du fer. Mais est-ce que cela ne fait pas désordre que le même Ousmane Sonko refuse de répondre dans le cadre du dossier sur le Petro-Tim et qu'un ancien Premier ministre, dans la phase d'audition devant le juge d'instruction, Souleymane Ndéné Ndiaye, refuse également de déférer à la convocation du juge. Chacun a donné des explications. Est-ce que cela ne fait pas désordre selon vous? Ce que je veux dire, c'est ça interpelle un peu la confiance qu'on a en cette justice. En tout cas, je pense que dans le cas de l'ancien Premier ministre, il a évoqué la forme. Il a évoqué la forme. Il n'a pas été... Voilà, je ne suis pas parti, puis bon, voilà. On est allé voir ailleurs. C'est même très surprenant. Voilà. Dans le cas d'Ousmane Sonko, lui, il évoque sa confiance vis-à-vis de la mise en œuvre de l'enquête. Pourquoi des dossiers essentiels et certifiés par l'État ne sont pas exploités à leur juste mesure pour cette enquête? Et vous êtes d'accord avec lui? Voilà. Moi, je pense que... Vous êtes d'accord avec lui? Non, mais je suis d'accord. Parce qu'à partir du moment où l'État fait son enquête, donne ses conclusions, on le verse au dossier, on n'exploite pas les conséquences, on ne voit pas les conséquences qui devraient subvenir à partir de ce dossier, et qu'on appelle des personnes, appel à témoins. Je viens faire du déclaratif. Mais vous avez mieux que ma déclaration.
Vous avez un dossier certifié par l'État. Est-ce qu'un citoyen doit décider à quel moment il doit répondre à la justice et à quel moment il ne doit pas répondre à la justice? Si la loi le permet, on le voit beaucoup. Hein. Certains envoient leurs avocats, certains ne se présentent pas. Non, mais c'est vrai que c'est gênant, en tout cas pour une personne comme moi. Mais de la même manière que c'est gênant que lorsque la Cour des comptes vient inspecter un ministre, que les magistrats soient renvoyés et que le ministre reste en place. Ça, c'est vu. Le ministre c'est pas des PME, c'est enfin, l'argent qu'on prête. Moustapha Diop, le monsieur de Louga. De l'industrie. Oui, il est à l'industrie, sur son ancien poste. Microfinance. Microfinance. Oui. Il a renvoyé les magistrats de la Cour des comptes venus l'auditer. Ça se passe dans ce Sénégal d'aujourd'hui. Donc tout ça, c'est la déliquescence de l'État. Alors, Aly Ngouille Mbok, c'est une question qui est posée. Va-t-il prendre part au dialogue national avec la désignation de l'équipe du président Famara Ibrahima Sagna, 86 membres donc de cette équipe, avec le retour noté du PDS à travers Baragaï, qui fait partie des secrétaires généraux adjoints du Parti démocratique sénégalais dirigé par Maître Wade. Est-ce que vous allez prendre part au dialogue national? Non, parce que Aly Ngouille Mbok est une plateforme citoyenne constituée par beaucoup de partis politiques, des mouvements de société civile, des citoyens lambda, qui s'occupent essentiellement de préoccupations citoyennes, en particulier dans le secteur des ressources minières, des ressources, disons, des ressources naturelles. Oui, on parle de dialogue national. Voilà. Bon, des partis qui sont dans Aly Ngouille Mbok sont au niveau du dialogue national. Mais la plateforme, non. Pas la plateforme en tant que telle. Même, en tout cas, ça n'a même pas été discuté. Même l'autre plateforme, Avenir Sénégal. La plateforme Avenir Sénégal, voilà, oui. pourrait participer, oui. Mais Aly Ngouille Mbok, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, ça n'a pas été discuté. Je poserai la question. On va aller très vite. On prendra une minute. Les télécommunications, parce que quand même, on ne perd pas de vue que vous avez été ministre. Le secteur des télécommunications avec la stratégie Sénégal numérique à l'horizon 2025. Quelle réflexion vous inspire cet écosystème des télécoms? Vous avez également été du collège. Tout à fait. De la le secteur RTP. des télécommunications. Vous êtes ingénieur télécom. Voilà. Oui. Le secteur des télécommunications avance tout seul au Sénégal, si on dit vraiment les choses telles qu'elles sont. On leur reproche beaucoup de choses, hein, et moi je leur reproche la qualité de service. Les opérateurs, mais les opérateurs ont fait le job. Le seul bémol, c'est que pour l'essentiel, ce sont des sociétés étrangères qui, donc, une bonne partie de leurs bénéfices retournent à l'étranger. Orange, Free, Expresso. Mais ces sociétés ont fait le job pour améliorer le taux de couverture dans le pays, pour apporter la 3G, pour apporter la 4G, pour apporter la fibre qui est en train d'arriver petit à petit. Ça ne se passe pas toujours très bien, mais l'un dans l'autre, ça évolue favorablement. La gouvernance du secteur est bonne à travers la régulation de la RTP. Vous avez fait partie du collège. Est-ce que la gouvernance est bonne? Là où ça pêche, c'est que j'ai toujours déploré le fait que l'État s'adresse au secteur en termes d'argent, en termes de quand on vend les licences, quand il faut prendre des taxes, quand il faut appliquer des mesures, le FDSUT, pour prendre l'argent, le détourner dans l'énergie, encore l'énergie. Voilà. Donc la gouvernance pour que le secteur des télécoms soit au service des citoyens, pour le e-commerce, pour la santé, tout ça, ça balbutie. Et c'est porté par des initiatives privées et pas suffisamment par l'État. Et j'aurais bien aimé que, on le cite toujours, mais bon voilà, comme la Tanzanie, comme le Rwanda, comme le Kenya, qu'on prenne résolument un fil rouge de développement par ce secteur, parce que les jeunes s'y intéressent, ils sont très bons et qu'il y a un fort taux de chômage des jeunes. Est-ce ce collège des délégués, le collège de la RTP, paraît qu'il est très bien payé,
richement oui, payé. Oui. Oui. Oui, par Ah rapport au... oui. Oui. Vous êtes richement payé. Je ne suis Vous plus. y étiez. Oui. Richement Déjà, payé. vous étiez richement payé. Je confirme. Le bon exemple ne devrait pas venir de vous aussi, de ne pas avoir des salaires exagérés. Tout à fait. Et là, ça commence... Il est de non, combien en moyenne là, non, ce mais salaire? là, vous savez bien qu'on ne parle pas d'argent et certainement mais pas vous parliez public. de l'argent des non, autres mais tout à l'heure. je le reconnais, je le reconnais. Oui. Et en fait, ça vient du code des télécoms. C'est marqué noir sur blanc sur le code des télécoms que les salaires sont comme ceci, les Presque salaires une sont dizaine comme ça. de millions. Ah non, moins que ça. Non, beaucoup moins que ça. En tout cas, plusieurs millions. Non, mais oui, mais beaucoup moins que ça. Très bien. Ça, c'est le délire... La fourchette entre 5 et 10 millions. C'est le délire des citoyens autour Très des bien. revenus. Dernière chose, le président Macron de France qui invite ou convoque, certains l'interprètent comme ça, des chefs d'État membres, les chefs d'État membres du G5 Sahel à Pau, dans son pays, à la suite de ce qu'il constate, une montée d'un sentiment anti-français. Oui, il y a un sentiment anti-français aujourd'hui en Afrique. Alors, il y a deux choses. En 30 secondes. Voilà. C'est Le terminé. président Macron qui convoque. Ou qui invite. Qui convoque. Il l'a dit. Il l'a dit. Oui. Qui convoque. Voilà. C'est incompréhensible en 2019. Est-ce qu'il y a un sentiment anti-français? Il y a un sentiment anti-politique de l'État français. Il y a énormément de métis. Nous avons tous des amis. Moi qui vous parle, mes enfants y habitent. Ils ont grandi. Si ce sentiment se développe en Afrique aujourd'hui. Des deux côtés. Oui. À nos gouvernants qu'on convoque et à ceux qui convoquent. Tout est là. Tout est là. On voit un Premier ministre passer les contrats signés. On voit des décisions qui vont... que les citoyens ne comprennent pas. Mais c'est des deux côtés. Et nos présidents... Le lien du CFA, est-ce qu'il a... effectivement. Non, mais il commence à comprendre, Macron. Il commence à comprendre comment ça se passe. Il n'avait pas compris. Il commence à comprendre. Très bien. Quand il disait vous n'avez qu'à prendre votre indépendance, il ne comprenait pas. Mais je pense que maintenant, il commence à comprendre que ce n'est qu'un slogan et que si nous le voulons, ils sont prêts à tout faire pour que ça ne se fasse pas. Et c'est l'État français qui est en question. Felwine Sarr dit que c'est la France qui doit se dégager du CFA. Vous êtes d'accord avec lui? Les deux. Parce que, effectivement... Merci, donc c'est sortir du CFA, c'est dégager du CFA des deux côtés. Non, mais ce n'est pas politique, c'est technique. Merci. C'est pour ça que je dis ça, ce n'est pas politique, c'est technique. Merci Ndeye Fatou Je vous en prie. Ndiaye Diop Blondin. Je rappelle que vous êtes co-coordinatrice de la plateforme Art Li Ñu Bokk, mais aussi coordinatrice adjointe de l'autre plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg. Vous étiez l'invité du jury du dimanche iRadio ITV présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Babacar Ndiaye et son équipe, réseaux sociaux Biram Pouy, Sandra Ndiaye, le site Immédia SN qui vous fera le compte-rendu de cette émission. Dans un instant, le journal de 12h. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.